maintenant, donc, est-ce qu'il s'agit de nouveaux paradigmes? Parce que de toute façon, toute la thématique de la journée, c'est ça, c'est un peu les transformations théoriques au niveau des modèles que nous avons en psychiatrie. Donc, il était important d'évoquer cet aspect des choses pour ma déclaration des liens d'intérêt. Alors, de manière générale, en médecine, on assiste à une évolution extrêmement importante, puisque il y a là évidemment un changement important de paradigme, puisque nous passons d'une médecine curative à pratiquement une médecine prédictive, puisque maintenant on arrive, grâce à la mise en évidence d'un certain nombre de biomarqueurs, de profils génétiques particuliers, à déterminer avec une très grande spécificité les risques de maladie, les prédire et donc les traiter très largement en amont de leur apparition. Et donc tout le défi justement du siècle dans lequel nous sommes, c'est d'avoir des biomarqueurs de plus en plus spécifiques pour justement une médecine personnalisée, et c'est loin d'être de la science-fiction, c'est déjà une réalité, notamment par exemple pour le cancer du sein, où on peut, grâce à un certain biomarqueur, déterminer le risque de récidive à 1 an, à 5 ans, etc. Et donc dans cette évolution générale de la médecine, quelle est la place de la psychiatrie? Est-ce que la psychiatrie suit le rythme, elle suit l'évolution? Est-ce qu'il y a l'application de ces nouveaux paradigmes? C'est ce qu'on va voir. Alors très rapidement, Sophie Monnier l'a évoqué sur l'importance du poids économique de la morbimortalité des affections psychiatriques. Donc vous savez que dans les années 90, il y a des mesures qui ont été mises en place par la collaboration de l'OMS, l'Université d'Harvard, la Banque mondiale, etc. Et on met en place des espèces de coefficients de mesure qui permettent donc d'évaluer le poids d'une maladie, de pouvoir comparer ainsi comme ça toutes les maladies. Et donc une des mesures, c'est ce qu'on appelle le DAILY, ou en français la VCI, les années de vie calculées sur l'incapacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on calcule le nombre d'années perdues, soit par décès prématuré, soit parce que c'est lié à une incapacité ou une invalidité. Et vous voyez qu'une AVCI correspond à peu près à 1 année de vie perdue, encore une fois, soit par décès prématuré, soit par incapacité. Et vous voyez le poids déjà en 2010, l'évaluation un peu de la charge et du fardeau que représentent les affections psychiatriques, jusqu'à plus de 183 millions d'AVCI, donc c'est énorme, et quand on sait également que ce chiffre ne cesse d'évoluer et qui va vers une augmentation. Alors là, vous avez différentes affections psychiatriques, et sur la dépression est celle qui constitue la charge la plus importante, mais aussi parce que c'est l'affection psychiatrique la plus fréquente, puisque la prévalence se situe autour de 10%. Mais quand vous prenez la schizophrénie, qui ne représente que 1% de prévalence au sein de la population générale, vous voyez également que, en rapport, si vous voulez, c'est relativement important. Alors, le deuxième aspect, je crois que Cédric Lemogne reviendra dessus tout à l'heure avec beaucoup plus de détails sur la mortalité. Elle est 2 à 3 fois supérieure, en tout cas pour la schizophrénie, par rapport à la population générale. Alors on voit l'espérance ou l'âge moyen de décès augmenter en population générale, alors qu'on le voit baisser dans la schizophrénie, ce qui a fait dire au professeur Soubélé, qui était président de l'association britannique des psychiatres, le fait que les personnes atteintes d'une maladie mentale grave meurent 20 ans plus tôt que le reste de la population, la majorité de causes évitables, maladies cardiovasculaires, etc., c'est l'un des plus grands scandales de santé de notre temps, mais on en parle très rarement. Donc il y a un véritable problème, et justement un des changements de paradigme qu'on peut d'emblée envisager, c'est de dire, pour prévenir cet excès d'incapacité, d'invalidité et de mortalité, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les choses dès leur début le plus précocement possible? Alors on va, pour un peu étayer ce problème de la précocité de l'intervention, on va prendre l'exemple justement des troubles psychotiques, notamment de la schizophrénie. Voilà la vision que nous avons depuis les années 90 de la schizophrénie, c'est-à-dire il y aurait une phase qui serait prodromique, ensuite vont apparaître ce qu'on pourrait appeler les véritables symptômes psychotiques, c'est-à-dire le délire, les hallucinations, et puis une évolution vers plus ou moins des rechutes, des phases résiduelles. Et cette vision linéaire est complètement
fausse, elle ne représente pas la réalité, puisque quand on voit les choses et dans une perspective purement neurodéveloppementale, on voit d'abord d'une part que les troubles sont bien plus précoces que ça, c'est-à-dire ils interviennent, en tout cas les phénomènes physiopathologiques interviennent bien avant, bien antérieurement à la phase dite prodromique, et surtout que les facteurs de risque sont extrêmement nombreux. Leur impact va varier en fonction du moment où ils interviennent. Là, vous avez par exemple les premières semaines de développement et vous avez qu'un certain nombre de facteurs comme la malnutrition, la carence en vitamine D, les infections virales. Enfin bon, je ne vais pas vous citer tous les facteurs de risque, la défaite sociale, l'adversité sociale précoce, etc. Et là, vous avez les années de 12 ans, etc. Et par exemple, si on prend l'exemple du cannabis, son impact, il est surtout à cet âge-là, à partir de 12 ans, la précocité de la consommation est relativement importante. Et donc là, vous avez les phases neurodéveloppementales, et là, à ce moment-là, à partir de l'âge de 12 ans ou un peu plus tôt, vont apparaître les premières phases de cognition sociale. Donc vous voyez que, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, elles ne sont pas si linéaires que ça, et il faut aussi comprendre que l'ensemble des facteurs de risque interagissent entre eux, ce qui remet en question justement cet aspect linéaire des choses. Alors que veut dire intervention précoce? Alors ça peut effectivement prêter à confusion. Pourquoi? Parce que d'abord, d'une part, on n'a pas d'éléments spécifiques étiopathogéniques pour pouvoir dépister le plus précocement possible les troubles psychotiques. Il n'y a pas de facteurs de risque. Il y en a à peu près, on peut lister à peu près une trentaine qui, en dehors des facteurs génétiques, sont tous pratiquement d'ordre environnemental. Donc il n'y a pas de spécificité. Et les mêmes facteurs de risque peuvent donner des troubles absolument différents, schizophrénie, troubles bipolaires, déficit de l'attention, etc. Donc la prévention primaire signifie qu'il faut changer pratiquement tout l'environnement, donc ça c'est pas notre portée en tant que soignant. Et donc l'intervention précoce en réalité en psychiatrie signifie surtout prévention secondaire précoce, c'est-à-dire agir sur l'évolution, la précocité du diagnostic, les interventions précoces pour réduire au maximum les effets délétères de la maladie et améliorer le pronostic. Alors j'ai repris ce modèle qui est le modèle du groupement normand d'études des addictions suisse, mais qui est appliqué aux addictions, mais qu'on peut appliquer pratiquement à l'ensemble de la psychiatrie de manière tout à fait pyramidale. Vous allez avoir différents niveaux d'intervention précoce. Vous avez un niveau qui serait collectif, général, c'est effectivement la promotion d'un environnement favorable, où on peut éliminer tous les facteurs environnementaux délétères, stressants, etc. Vous avez une deuxième phase qui est aussi bien de niveau collectif, mais également individuel, qui est la phase du repérage, donc repérer très tôt, ensuite évaluer ceux qui sont vraiment à risque pour leur proposer une prise en charge. Et c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire à quel moment on pourrait intervenir. Alors il y a deux manières de voir les choses quand on s'intéresse à la schizophrénie. C'est d'une part d'avoir une vision purement rétrospective, c'est-à-dire attendre que la maladie se déclare, que les signes psychotiques apparaissent, et à ce moment-là, de manière totalement rétrospective, faire un peu l'historique de la question et dire oui, effectivement, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes scolaires, etc. Ou alors une attitude totalement différente, qui est une attitude prospective, et c'est-à-dire intervenir bien avant l'apparition des signes psychotiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la phase prémorbide. Et avant même ce qu'on pourrait appeler, on va en dire quelques mots, les ultra-hauts risques ou les états mentaux à risque. Alors pourquoi justement il faut intervenir précocement dans les troubles psychotiques? Parce que, pour une raison toute simple, c'est que nos interventions malheureusement arrivent trop tard. Alors quand je dis trop tard, bien sûr, c'est pas complètement compromis, mais c'est-à-dire que si on veut avoir vraiment des évolutions favorables, agir de manière significative sur le pronostic, il faut intervenir beaucoup plus tôt. Et on sait très bien qu'il y a une durée de la maladie, qu'on appelle la durée de psychose non traitée, que le pronostic est corrélé directement à la durée de cette période. Plus elle est longue, c'est-à-dire plus la prise en charge intervient tardivement, et plus notre pronostic est mauvais. Et vous voyez, par exemple, dans les troubles schizophréniques, après l'apparition des troubles psychotiques, on met en moyenne 2 ans avant de mettre en place les premières prises en charge, et c'est encore plus long pour le trouble bipolaire. Alors que ces périodes de troubles psychotiques sont dites phase critique, parce que l'ensemble des études, que ce soit en neuropsychologie, soit en imagerie, montrent que les choses se jouent très précocement pendant les 2 à 5 premières années où le pronostic va être définitivement plombé. Donc s'il y a des choses à faire, c'est
éventuellement durant cette période critique des toutes premières années de la maladie. Et donc là, il ne s'agit pas uniquement de donner un antipsychotique, mais bien sortir pratiquement, moi ce que je dis toujours, sortir l'artillerie lourde. Et à partir de là, un certain nombre d'auteurs, notamment les auteurs australiens comme McGorry, Young, etc., ont mis en place ce concept du staging clinique, au même titre que ce qu'on fait en oncologie, c'est-à-dire les classifications TNM, tumeurs, adénopathie, métastases, pour délimiter des phases de la maladie, et chaque phase ayant ses caractéristiques éthiopathogéniques, cliniques, et avec des prises en charge spécifiques. Et d'ailleurs, on voit un petit peu tout le développement des programmes autour de ce premier épisode. Je vous cite le programme de Lausanne, de Philippe Conus, qui développe à Lausanne, qu'il appelle le TIP, traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques. Vous voyez qu'à partir d'un certain nombre de structures ambulatoires, mais également hospitalières, parce que certains opposent les choses, on n'oppose pas hospitalier, extra-hospitalier, c'est une continuité dans les soins, où ils développent sur des programmes de 3 ans, avec l'intervention de case manager, une prise en charge extrêmement active. Voilà ce type de programme qu'on pourrait également appeler programme d'intervention précoce, puisqu'on est au tout début de la maladie, juste après le premier épisode psychotique. Mais néanmoins, il existe différents modèles, justement, dans ces trajectoires psychotiques. Vous avez 2 grandes écoles qui s'opposent. Vous avez l'école germanique qui, elle, évoque la possibilité de détection très précocement, dès la préadolescence ou tout début d'adolescence, par la détection d'un certain nombre de signes qui peuvent alerter et prédire une évolution psychotique. Et vous avez l'école anglo-saxonne qui, elle, à partir d'un certain nombre de manifestations psychiatriques très peu spécifiques, troubles de l'humeur, addiction, troubles du comportement, échecs scolaires, etc., détermine ce qu'on pourrait appeler les populations à ultra haut risque avant l'apparition des signes psychotiques. Et toute la stratégie dans ces interventions précoces, c'est de dire quels sont les jeunes qui sont susceptibles d'évoluer vers une schizophrénie, comment les détecter, avec quelle sensibilité, quelle spécificité pour leur proposer une prise en charge. Mais quand on reprend l'histoire de la maladie et tout ce qui nous vient de la recherche depuis plus de 20 ans, on se rend compte qu'en fait, la phase prodromique n'est pas le début de la maladie. Et qu'en fait, la maladie commence bien plus antérieurement à la phase prodromique et que justement, la cible principale thérapeutique ne devrait pas être le premier épisode psychotique ou cette phase dite critique, mais qu'il faut agir bien plus précocement encore. Le modèle du staging, par exemple, distingue plusieurs phases. Il distingue une phase à très haut risque, dont on a parlé, il distingue la phase du premier épisode, et ensuite les épisodes ultérieurs qui vont vers rémission, rechute, phase résiduelle, etc. Et donc la question qu'on peut se poser actuellement, parce que ça c'est déjà un travail qui se fait depuis plus de 20 ans dans différents pays, dans l'intervention au sein des populations à trop risque, la question qu'on peut se poser actuellement, compte tenu de l'évolution générale des choses, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas intervenir encore plus précocement que durant la période à ultra haut risque? Et pourquoi justement? Parce que tout simplement, pour éviter tout le déficit fonctionnel, et c'est d'ailleurs le problème se pose à ce niveau surtout, c'est comment on peut agir beaucoup plus tôt, et de plus en plus d'auteurs maintenant disent qu'il faut en fait intervenir très précocement, dès l'enfance, en tout cas au tout début de la préadolescence ou de l'adolescence, voire même avant et même en période périnatale. Donc vous voyez que les choses changent complètement et on est là vraiment dans une démarche véritablement prédictive. Mais bien sûr, tout le problème vient de la détection et la spécificité de cette détection. Et pourquoi ces attitudes, pourquoi ces positions? Elles partent tout simplement différentes études longitudinales qui ont été menées, des études prospectives. On a suivi des cohortes de jeunes et on voit par exemple que les enfants qui ont un QI significativement plus bas quand ils ont 4 à 5 ans par rapport aux enfants contrôle, on sont plus à risque de développer une schizophrénie. Que les déficits cognitifs qu'on observe dans la petite enfance vont également évoluer, progresser, s'aggraver jusqu'à pratiquement avoir un déficit installé vers l'âge de 12 ans et que les performances scolaires vont s'en trouver pénalisées. Alors, quelles sont les stratégies justement qu'on peut mettre en place si on décide d'intervenir encore plus tôt que la période à ultra risque, c'est-à-dire dès l'enfance et la préadolescence? Alors, il y a 3 stratégies sensiblement différentes. La première serait d'optimiser la maturation cérébrale, puisqu'on sait que la schizophrénie est liée justement à une dysmaturation cérébrale.
On peut aussi agir sur l'amélioration de la résilience, les capacités d'adaptation, ce dont parlait un petit peu Alain Dervaux par rapport justement aux addictions de trop de personnalité, mais on retrouve exactement les mêmes choses. Et puis comment on peut réduire l'effet délétère de l'environnement sur ces enfants extrêmement vulnérables et fragiles. Alors sur le plan de la maturation cérébrale, il y a des pistes pharmacologiques. Alors bien sûr, on est vraiment dans le cadre de la recherche, ce n'est pas encore des pratiques courantes, mais il y a des pistes. Alors si on reprend par exemple les grands systèmes de neurotransmission, enfin déjà les grandes dimensions cliniques qu'on retrouve dans la maladie, vous avez d'abord, je sais pas si voilà, vous avez là en orange et en vert les déficits cognitifs et également les dysfonctionnements sociaux. On voit qu'ils apparaissent précocement et vont augmenter et pratiquement persister en plateau tout le long de l'évolution de la maladie. Vous avez ce qui est en bleu, là, c'est les signes psychotiques, donc ils vont apparaître. Premier épisode, phase prodromique, premier épisode psychotique où ils atteignent leur maximum, pour ensuite régresser et évoluer en fonction des phases de rémission et de rechute. Et puis vous avez les signes négatifs qui vont également évoluer de manière progressive et puis s'installer sur le long cours. Donc vous voyez que, en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas tant les signes psychotiques, puisque d'abord ils arrivent relativement tardivement dans l'évolution de la maladie, et puis on arrive à les faire régresser avec l'arsenal thérapeutique dont nous disposons. Et ce qui pose problème, c'est surtout ces dimensions cognitives, de fonctionnement social, et la dimension négative de la maladie. Alors si on les applique et on essaie de trouver un parallélisme par rapport au grand système de neurotransmission, on voit bien par exemple que les fonctions cognitives et les fonctions de dysfonction sont liées au système NMDA, glutamatergique, mais également au système GABAergique, que les signes psychotiques sont liés au système dopaminergique, que tout ce qui est déficit cognitif également lié à ce qu'on appelle le stress oxydatif, et une partie également au stress dans l'axe. Donc vous voyez qu'il y a probablement, alors c'est peut-être simpliste comme schéma, mais il y a probablement une espèce de parallélisme entre les différentes dimensions cliniques et les grands systèmes de neurotransmission. Cela veut dire que peut-être on pourrait éventuellement faire évoluer la recherche pour disposer d'agents pharmacologiques qui peuvent agir sur ces grands systèmes de neurotransmission, notamment glutamatergique et GABAergique. Chez les enfants, on sait que le GABA est plus excitateur qu'inhibiteur, par exemple, mais également sur un certain nombre de neurotransmetteurs, tels que par exemple le glutathion, qui a un rôle dans la myélinisation de la maturation cérébrale, les oméga-3, mais également les probiotiques. Tout à l'heure, Patrick Martin en parlera beaucoup plus longuement. Donc vous voyez qu'il y a des pistes à ce niveau, mais ça reste encore de la recherche. Sur le plan, je dirais, des habilités sociales, de tout ce qui est remédiation cognitive, parce que souvent ces enfants qui ont un QI inférieur par rapport à ceux de leur père ont des difficultés d'adaptation et sont souvent l'objet de harcèlement, de moqueries, etc., sont isolés, rejetés. Et donc l'idée, c'est de les dépister très précocement pour justement leur proposer un entraînement aux habilités sociales pour qu'ils puissent, dans le cadre de programmes de coaching individuel, pour pouvoir justement augmenter leur capacité de réponse à ces situations d'exclusion et de rejet et de moquerie, et le plus précocement possible, en gros, renforcer leur capacité de réponse et d'adaptation. Il faut également on pourrait améliorer leur capacité de résilience par justement de la remédiation cognitive, mais pas quand ils font leur premier épisode psychotique, parce que là, je dirais, les choses sont déjà définitivement installées, mais c'est quand ils sont extrêmement jeunes qu'il faut lutter et améliorer leur capacité neuropsychologique et donc faire de la remédiation cognitive dès l'enfance, et c'est à ce moment-là peut-être qu'on pourrait avoir la plus grande efficacité. L'exercice physique, et on sait très bien maintenant que les programmes d'exercice au niveau de la schizophrénie ont un impact extrêmement important, mais on pourrait aussi les faire pratiquer par ces jeunes enfants qui ont de grandes difficultés à ce niveau-là, et donc ça pourrait favoriser aussi bien leur santé physique, on parlait de prévention des maladies somatiques, mais également tout ce qui est cognitif et état de bien-être. Alors vous allez me dire, oui mais d'accord, c'est bien beau tous ces programmes, mais à qui on va les appliquer? Comment on va repérer ces gamins qui seraient potentiellement susceptibles d'évoluer vers un trouble psychotique? Alors il y a des pistes.
Les premières pistes, c'est d'abord les enfants qui ont un ascendant schizophrène. Et on sait très bien que c'est une maladie qui est fortement héritable, de l'ordre de 70%, la schizophrénie, et que le fait d'avoir un ascendant schizophrène augmente par 10 le risque de développer vous-même une schizophrénie. À ce moment-là, ça peut être aussi un moyen justement de repérer ces jeunes et de pouvoir faire des bilans précocement sur le plan neuropsychologique, cognitif, pour voir quelles sont exactement leurs difficultés pour pouvoir intervenir. L'autre piste, chez les jeunes qui ont des symptômes psychotiques transitoires. On sait d'abord que 15% des enfants peuvent présenter des phénomènes de ce type, mais que justement, chez un tiers d'entre eux, on va voir persister ces manifestations psychotiques transitoires, que ce soit hallucinations ou des petites idées délirantes, et que cette persistance va augmenter par 5 jusqu'à 16 de développer un trouble du spectre psychotique schizophrénique. Là aussi, il est important de pouvoir repérer très précocement ces jeunes pour pouvoir leur proposer ces programmes de prise en charge. Troisième piste, et je vais terminer avec ça, c'est l'histoire du cannabis. Et c'est extrêmement important parce qu'on sait très bien que cannabis et schizophrénie sont intimement liés, mais que le cannabis intervient très précocement dans la vie de nos malades, bien avant l'apparition des signes psychotiques, puisque dans cette méta-analyse relativement récente, puisqu'elle date de 2007, on voit que plus de 50% des jeunes à ultra haut risque de faire une transition psychotique ont consommé sur la vie du cannabis. Donc il y a une fréquence extrêmement importante et sur le plan préventif, c'est extrêmement intéressant parce que si on peut agir très précocement sur la consommation de cannabis, on pourrait prévenir jusqu'à 8 et même le 24% de troubles psychotiques pourraient être ainsi évités. Alors, mais tous les jeunes qui fument du cannabis ne vont pas devenir schizophrènes, bien entendu. On sait très bien que maintenant, le risque des schizophrénies est lié à 2 ou 3 éléments essentiels. D'abord, l'importance de la consommation. Fumer un joint et fumer 20 joints, c'est pas la même chose. Il y a aussi la qualité même du cannabis, sa concentration en THC. Il y a aussi la précocité de la consommation. On a vu que le cannabis intervenait dans les processus neurodéveloppementaux très, très tôt, dès l'âge de 11-12 ans. Mais on sait aussi qu'il y a probablement une vulnérabilité génétique et certains polymorphismes ont déjà été mis en évidence, notamment le polymorphisme Valmet du gène COD, mais également un polymorphisme du gène AKT1 qui intervient dans tout ce qui est survie cellulaire. Et puis, là on a un petit peu parlé aussi dans les facteurs de risque, tout ce qui est traumatisme de l'enfance. Et donc on voit bien que, par exemple, fumer du cannabis à des moments critiques du développement peut avoir un impact important sur la morphologie et le développement cérébral, et en raison de l'importance de la consommation, de la vulnérabilité génétique et de la précocité de la consommation, on peut avoir un risque d'évolution psychotique. Voilà une étude particulièrement intéressante. Alors, elle ne s'est pas intéressée à des ultra hauts risques. Ils ont pris 3 cohortes différentes de ce qu'on appelle des jeunes avec un risque polygénique important. Alors, c'est quoi un risque polygénique? C'est tout simplement un score qu'on calcule en fonction de l'importance du profil ou du polymorphisme génétique que vous pouvez présenter par rapport à un risque de maladie. Autrement dit, alors ça vient des grandes études pangénomiques, les études GWAS, c'est-à-dire qu'on détermine un profil génétique et de grands risques de schizophrénie. À partir de là, on détermine donc ce score de risque. Et donc ils ont comparé donc, ces gamins qui avaient un risque important. Ils ont en 2 groupes, il y a ceux qui étaient consommateurs de cannabis et ceux qui n'étaient pas consommateurs. Et on voit bien qu'il y a corrélation directe, c'est-à-dire plus le risque polygénique est important, et plus la consommation est importante, et plus vous avez une réduction de l'épaisseur du cortex cérébral. C'est-à-dire qu'on démontre, si vous voulez, de manière assez évidente, dans des cohortes importantes, là il y a eu 3 cohortes, une cohorte américaine, européenne et de Grande-Bretagne, on démontre que quand vous avez un risque génétique important et que vous fumez du cannabis, il y a une atteinte structurale directe au niveau du cerveau. Donc à partir de là, pour terminer, nous avons réfléchi dans notre pratique, notamment dans ces problématiques de dépistage précoce,
Et on a mis au point une espèce de dispositif qu'on appelait dépistage des troubles psychiatriques émergents et intervention précoce auprès des jeunes consommateurs. On voit la fréquence et l'importance et la place du cannabis dans justement ces processus psychotiques. Et on s'est dit, plutôt que d'attendre que ces jeunes viennent à nous dans le cadre d'un épisode psychotique, eh ben on va les chercher très tôt, ces jeunes consommateurs, et notamment quand il y a déjà des premiers éléments qui peuvent vous alerter. Donc d'un côté, ils ont une consommation qui pourrait être éventuellement problématique, et d'un autre côté, ils ont un certain nombre de signes, par exemple déficit, déclin scolaire, fugue, problèmes de comportement, agressivité, absentéisme, etc. Et ces éléments comportementaux, environnementaux peuvent nous alerter. Donc on reçoit les jeunes dans ce cas de dispositif d'IPADO et on les évalue. Alors ils nous sont adressés, ou ils peuvent nous être adressés, soit par les établissements scolaires, les consultations jeunes consommateurs, les foyers jeunes travailleurs, etc. Enfin, tous les endroits où peuvent justement circuler ces jeunes consommateurs potentiellement à risque. Et à ce moment-là, ils sont évalués par un dispositif où interviennent infirmières, neuropsychologues, psychiatres, assistantes sociales, et pour les dépister éventuellement. Alors c'est tout trouble confondu, c'est pas uniquement les troubles psychotiques, donc ça peut être tous les troubles possibles, troubles de la personnalité, troubles de l'humeur, etc. Et ce qui permet d'intervenir précocement. Et notre ambition, c'est de pouvoir étendre ce dispositif à l'ensemble du département. Voilà, donc pour conclure, maintenant on sait plein de choses grâce à la recherche neuroscientifique sur la schizophrénie, et que beaucoup de programmes, notamment les programmes australiens, surtout australiens mais également américains, et dont beaucoup d'autres pays se sont intéressés à ces stades disons, prodromiques, mais qu'en réalité, ou même prémorbides, mais qu'en réalité, c'est à tort qu'on considère que ces phases sont le début de la maladie, puisque la maladie, on l'a vu, dès 4 ans, 5 ans, on voit déjà des éléments cognitifs qui peuvent alerter. Et donc, si on veut réellement mettre en place des interventions précoces, eh ben, il faut aller très tôt dans la vie de ces malades. Mais bien entendu, on a encore besoin de biomarqueurs de plus en plus spécifiques et pour pouvoir justement intervenir efficacement et précocement, et que le développement de ces interventions précoces ne se fait pas dans tous les pays. Malheureusement, en France, on peut le dire sans se tromper qu'on est très très en retard. Je vous remercie. Merci Mohamed pour cette présentation qui met en lumière le rôle et l'importance des interventions précoces qui va être l'avenir les prochaines années de la psychiatrie. S'il y a des questions dans la salle. Bon, je remercie Mohamed Taleb de cette belle présentation des troubles précoces, parce que quand j'étais psychiatre d'adulte, parce que j'ai été psychiatre d'adulte avant de devenir pédopsychiatre, et j'avais déjà le souci constant des fumeurs de cannabis, parce qu'effectivement c'était ma grande bataille. Alors à l'époque on parlait de la légalisation du cannabis en disant est-ce que le cannabis c'est légal? Moi je dis pour nos malades mentaux c'est absolument proscrit. Donc effectivement je continue ce combat, je dirais, contre les fumeurs contre ceux qui fument le cannabis, parce que le cannabis c'est toxique. C'est pas les gens, c'est leur comportement. Deuxième point, je suis très sensible à ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé la pédopsychiatrie, on a comme ça dans nos consultations un nombre hyper important de gens qui ont une scolarité perturbée. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi, moi personnellement, je les suis, je regarde s'ils sont agités, s'ils ont des troubles. Des troubles, alors comme tu dis, pas spécifiques du tout. Hein, c'est agitation, c'est TADA, c'est ce qu'on appelle le TADA, et ce qu'on appelle aussi des relations familiales perturbées. Et effectivement, comme tu le dis, mais je te rejoins totalement sur... on a un certain nombre de gens qui, vers 14, 15 ans, 16 ans, commencent à présenter des troubles psychotiques. Mais on les avait suivis avant. Et effectivement, je trouve que arrivé à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on a bien stabilisé les choses. Et je trouve qu'après, le pronostic va être... Je ne sais pas ce qu'il en est dans les adultes, hein, mais je trouve qu'après, quand on a réussi à stabiliser, je trouve qu'on a quand même gagné beaucoup. Voilà, ça c'est ma perception d'un ancien psychiatre d'adulte qui est passé en pédopsychiatrie et qui voit cette vision diachronique hein, de l'enfance vers l'âge adulte. Et là, je ne peux que confirmer. Bien, merci beaucoup. Alors, d'abord, d'une part, mon intervention s'inscrit un peu dans ce mouvement
qui est le mouvement général de la médecine, c'est-à-dire comment intervenir le plus précocement possible. En psychiatrie, bon, on est un petit peu à la traîne à ce niveau-là, bon. Mais on voit déjà des auteurs et beaucoup de papiers, justement, traiter de ce sujet-là, d'une part. D'autre part, les gamins qui sont suivis en psychiatrie, ben, c'est très bien, ça n'y a pas de souci, ils sont déjà suivis, ils sont repérés. Mais moi, je parle des jeunes qui ne sont pas du tout suivis, qui ne sont pas connus. Et c'est pour ça que, dans l'état actuel, bonjour Pierre-Michel, dans l'état actuel de nos connaissances, il nous faut des éléments, on n'a pas encore d'éléments spécifiques de dépistage de ces jeunes. Et c'est pour ça qu'on est passé par la porte des addictions, parce que le cannabis est particulièrement présent, puisqu'on voit 1 jeune sur 2 à risque de développer une schizophrénie à consommer du cannabis sur la vie. Donc on s'est dit, voilà, alors c'est pas très spécifique, en fait on lance un grand filet, mais on le lance déjà dans un groupe relativement bien identifié, qui est celui des jeunes consommateurs, notamment des consommateurs problématiques. D'autres questions ? Bonjour Mohamed, merci pour cette présentation. Moi j'aurais une question par rapport le repérage. Donc tu disais qu'il faut repérer précocement, donc il faut prendre en charge aussi précocement avant même l'apparition des premiers symptômes psychotiques. Donc on doit agir bien avant la phase prodromique, hein. Ça veut dire que très loin dans l'enfance. Il s'avère qu'aujourd'hui on a des tableaux, comme disait le Rapexer, des tableaux atypiques, hein, qu'on voit chez les enfants, des troubles envahissants du développement, c'est-à-dire une pathologie neurodéveloppementale, qui parfois est intriquée avec une symptomatologie psychotique qu'on a un petit peu de mal peut-être à diagnostiquer tout de suite et envisager les premières actions thérapeutiques. Est-ce que, en changeant peut-être la façon d'appréhender la pathologie chez le jeune enfant, voilà, est-ce qu'en s'appuyant sur des critères peut-être un peu plus neurodéveloppementaux, on pourrait gagner plus de temps et intervenir plus précocement, donc de par le médicament ou de stratégies de remédiation cognitive. Voilà. Alors, l'ensemble de ces troubles neurodéveloppementaux sont assez complexes, parce que sur le plan du phénotype et de l'expression clinique, on n'a pas encore d'éléments spécifiques pathognomoniques de tel ou tel trouble, d'une part. Et d'autre part, ce qui complique les choses, c'est que parfois, ils partagent les mêmes facteurs de risque. Tu prends le trouble envahissant développement, tu prends les troubles envahissants, les déficits de l'attention, hyperactivité, troubles psychotiques, on retrouve parfois les mêmes facteurs de risque et à la limite même le même spectre génétique. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que depuis 20-30 ans, on s'est beaucoup intéressé à cette phase dite prodromique, en mettant des systèmes de détection. Il y a tous les réseaux qui sont développés, Australie, un peu partout, pour détecter ces populations à ultra risque. Mais ça part de quelque chose qui est relativement fausse. C'est-à-dire qu'on considère, dans le cadre de ces systèmes de dépistage et d'intervention précoce, que la phase prodromique, c'est le début de la maladie. Et en réalité, non. En réalité, quand on voit la plupart des études prospectives longitudinales, on se rend compte qu'il y a des déficits, notamment cognitifs, qui préexistent bien avant, en amont de cette phase prémorbide. Et donc, pour ça, je dis que le changement de paradigme va venir de là. C'est que plutôt que s'intéresser à cette phase prodromique, c'est aller encore plus tôt. Et donc, alors, probablement, il y a des gens qui vont être choqués, ils vont dire, comment, un gamin de 4 ans, déjà, vous allez l'étiqueter de schizophrène? Eh bien oui. Oui, maintenant, si on arrive à développer des biomarqueurs extrêmement spécifiques, on connaît bien le trouble maintenant, dans ses expressions cliniques, on connaît les vulnérabilités génétiques, on a déjà un certain nombre de marqueurs, même s'ils ne sont pas spécifiques, mais il est probable que la recherche d'ici quelques années pourra nous donner des éléments beaucoup plus précis de détection et qu'il y aura des programmes de prise en charge dès l'enfance, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors ce ne sera pas forcément des médicaments, on l'a vu, il y a de la remédiation punitive, il y a de l'entraînement aux habilités sociales, il y a la protection sur le plan environnemental pour éviter les facteurs de stress, etc. Donc c'est des choses assez ambitieuses, mais je crois que l'avenir, il est là. Plutôt que d'attendre le premier épisode où déjà les choses sont déjà bien compromises.